Alors, bienvenue à cette nouvelle édition de la Nuit de la Science à l'Université de Bretagne Sud. Et cette année, donc, le thème de la fête de la science, c'est sport et science. On sait que l'écoute de certaines musiques peut améliorer la performance sportive chez l'être humain. Mais ce qui est peut-être moins connu, c'est que les végétaux semblent posséder aussi, à leur manière, une certaine sensibilité aux ondes sonores, comme l'atteste un grand nombre d'études, dont celle que je vais vous présenter ici ce soir et qui a été réalisée au laboratoire de biotechnologie et chimie marine à Vannes. Bon, avant de démarrer le sujet, je me présente, je m'appelle Laurent Vendangeon et je suis maître de conférence donc, en physico-chimie des bioprocédés. Et ma présentation d'aujourd'hui s'intitule « Les effets du son sur l'eau, les plantes et les micro-organismes ». Cette étude, elle s'inscrit dans le cadre d'un projet qui s'appelle APNE, qui veut dire île de garde, archéo, physiologico, psycho, neuro, acoustique, exploration, en biophysico-chimie. Il s'agit en fait d'étudier l'impact de la monodie rituelle occidentale sur le vivant et sur l'homme. Et nous faisons un focus sur Hildegard von Bingen, qui était une femme médecin, abbesse, du XIIe siècle, et qui était aussi compositrice de chants cisterciens. Alors, ce qui nous intéresse dans ces chants, ce sont les fréquences sonores, les rythmes particuliers, et non pas le caractère religieux, c'est clair. C'est un projet pluridisciplinaire qui regroupe un consortium d'une trentaine de chercheurs qui sont répartis dans 14 laboratoires français et étrangers, dont le prestigieux Institut Max Planck en Allemagne et l'Université de Genève. Dans ce projet, moi je suis responsable du volet musique et plantes, et également co-responsable du volet médiation scientifique. Alors commençons par le volet médiation scientifique, et vous allez voir que ce volet se trouve à l'interface entre l'art et la science, afin de permettre une meilleure compréhension de certaines notions essentielles pour le grand public. L'eau, on le sait, elle est à la base de tout le monde vivant. Ou comme l'exprime très subtilement Albert Sand, prix Nobel de physiologie, la vie est de l'eau dansant sur la mélodie des solides. Et en effet, l'eau peut danser sous l'influence des ondes sonores. Et cela peut être visualisé par une technique appelée la cymatique. Pour fabriquer un cymascope, il vous faut d'une part un générateur basse fréquence, ensuite un transducteur, un haut-parleur, un éclairage adapté sur une coupelle remplie d'eau. Et on observe alors à la surface de l'eau la formation de motifs géométriques à structure symétrique qu'on appelle des cymaglyphes. Voici un extrait d'une vidéo que j'ai réalisée il y a quelque temps pour expliquer la cymatique plus en détail et que vous pouvez retrouver d'ailleurs en ligne en suivant le lien qui est indiqué. Alors ces motifs que l'on voit, ils peuvent être exprimés mathématiquement selon des modèles d'équations d'onde en dimension 2, mais ils peuvent aussi faire l'objet d'une analyse d'images et d'une
interprétation par des outils d'intelligence artificielle pour éventuellement essayer d'accéder à certains paramètres caractéristiques de l'eau. Alors voyons maintenant les effets des ondes sonores se propageant dans l'eau sur quelques exemples. Quelques exemples d'organismes marins. Observons tout d'abord les effets des ondes sonores sur le zooplancton marin. Ici, c'est une artémia qui se déplace selon le sens de la nage, mais lorsque certaines fréquences sonores sont appliquées, il se crée un courant qui, vous le voyez, entraîne avec lui tous les éléments qui sont contenus dans l'eau, donc y compris les artémias qui ne peuvent plus se diriger. On comprend donc que les ondes sonores peuvent avoir une force suffisante pour déplacer des objets dans l'eau. Mais des objets, même lourds, peuvent aussi se déplacer, être transportés, comme on va le voir dans l'exemple suivant, où là, ici, vous avez une ophure, c'est-à-dire une sorte d'étoile de mer qui est fixée sur un caillou et qui, vous le voyez, est déplacée grâce à la puissance des ondes mécaniques sonores. Ensuite, en haut, si on y revient, l'autre vidéo, ça va être certains organismes, tels les acidies. Ici, ça va être Ciona intestinalis. Regardez bien la zone encerclée en rouge. Donc, Ciona intestinalis va pouvoir réagir à une exposition directe aux fréquences de résonance en se refermant de manière synchronisée. Pourtant, les siones n'ont pas d'oreilles. Et on explique la réaction qui est observée par le phénomène de piézoélectricité, qui transforme une action mécanique, donc l'onde sonore, sur un matériau piézoélectrique tel que le collagène, en courant électrique qui va alors pouvoir se propager en influx nerveux au sein de l'animal. Continuons, cette fois-ci avec l'effet des fréquences sonores au niveau cellulaire. Alors dans la première expérience, vous allez pouvoir observer des cellules de plancton marin, Phéodactylum tricornotum, qui s'organisent selon des motifs géométriques au fond de la coupelle qui est soumise à des fréquences de vibration. L'accumulation en fait des cellules se fait au niveau des nœuds que forment les ondes dans l'eau. On le voit de manière pas très nette sur la vidéo, un peu grise. Passons sur l'autre vidéo, qui est plus surprenante, où vous allez voir le comportement de la diatomée Acnanthidium minutissimum, qui se met à tourner sur elle-même lorsqu'elle entre en résonance avec les fréquences qui lui sont appliquées, telle une valse. Non pas la valse à 3 temps, mais ici une valse à 963 Hz dans le cas présent. On peut penser que le métabolisme de la diatomée va être perturbé en tournant de telle manière. Dans le dernier exemple que je vais vous présenter, on a utilisé comme modèle le Myxomycète Physarum polycéphalum, plus communément appelé le blob. Et le blob se déplace sur son substrat grâce à des pseudopodes qui s'apparentent à des vénules et dans lesquels on peut observer un courant cytoplasmique qui permet au blob de se mouvoir. Eh bien, nous avons pu à certaines fréquences inverser le sens du courant cytoplasmique. Observez bien la zone entourée en rouge. C'est un petit peu flou, mais avec un peu d'attention, vous allez pouvoir observer que cela alterne entre le sens naturel et le sens inverse. Et cela, c'est induit complètement par l'onde sonore. Donc cela ouvre des perspectives potentiellement intéressantes quant à une possible action en fait à distance
sur le déplacement du blob ou alors même sur son métabolisme. Mais à présent, ce que je voudrais bien vous faire comprendre, c'est qu'à partir des ondes acoustiques vont émerger des phénomènes de nature électrique, électromagnétique et même chimique. Voici quelques exemples tirés de la littérature où il a été montré que la plante Arabidopsis peut modifier sa composition chimique sous l'influence des sons, mais aussi que des champignons génèrent des séquences d'activité électrique sous l'influence aussi de stimulation sonore. Même les plantes peuvent communiquer entre elles par transmission de potentiels d'action, comme illustré sur la vidéo que je vais lancer ici. Et dans cette démonstration, l'excitation d'un poil de la plante carnivore est transmise jusqu'à l'autre plante, Mimosa pudica, dont les feuilles vont se refermer. On pourrait ajouter à cela d'autres résultats, comme par exemple les graphiques que vous voyez, qui sont extraits de différentes publications. Et ces graphiques nous montrent qu'un courant électrique peut, par exemple, provoquer chez les plantes l'induction d'un champ biomagnétique, ou bien que la génération de mouvements ioniques dans les cellules peuvent provenir aussi de potentiels d'action électrique. Donc on voit tout ça, c'est lié. Mais là où je voudrais attirer encore plus votre attention, c'est sur des résultats qui sont parus très récemment, en 2023, où des chercheurs de l'université de Tel Aviv ont présenté leurs travaux dans la prestigieuse revue scientifique Cell. Et ils ont montré sans aucune ambiguïté que les plantes génèrent des ultrasons spécifiques lorsqu'elles sont soumises à un stress hydrique. Ils expliquent le phénomène de la manière suivante. C'est l'éclatement de bulles qui sont plus nombreuses en cas de stress hydrique, bulles qui éclatent dans le xylème, on appelle cela la cavitation, et cela produit des petits clics ultrasoniques qu'on peut entendre après un retraitement audio. Voilà un exemple de ce qu'on obtient. En fait, ce que vous entendez là, c'est le cri d'un plant de tomates en détresse, en stress hydrique. Alors le son, il se trouve là aussi, là où on l'attend peut-être moins, c'est-à-dire au fond des océans, avec le bruit des algues. Et oui, les algues, lors de la photosynthèse, produisent des bulles d'oxygène, comme on le voit sur la vidéo, et lorsque ces bulles quittent la surface du thalle de l'algue, cela produit un son. Alors c'est un son qui est assez proche d'un bruit blanc. Vous voyez, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Et l'analyse acoustique de ce bruit des algues a montré des corrélations avec l'état de santé du corail environnant. Alors les chercheurs à l'origine de cette étude, ils sont australiens, ils pensent qu'il est ainsi possible de suivre en direct l'évolution d'un récif corallien, notamment dans notre contexte de changement climatique. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'une telle méthode, elle pourrait être aussi transposée en Bretagne pour anticiper et contrôler les pics de prolifération d'algues sur nos côtes à certaines périodes de l'année. Et je crois aussi que cette technique mérite toute notre attention, car elle a sans doute un fort potentiel et elle peut s'avérer aussi d'une précision redoutable. Des variations infimes dans le comportement, la taille,
la forme des bulles se traduira par des sons qui sont vraiment très différents. C'est le phénomène de résonance de Minert. Et pour illustration, je vais vous montrer une vidéo où, en contrôlant le déplacement de bulles d'air, des chercheurs de l'Institut Max Planck ont reproduit l'Ode à la joie. C'est le bruit de bulles qui se déplacent. La sonoluminescence, c'est un autre phénomène qui est observé lors de la cavitation, c'est-à-dire lors de l'éclatement de bulles d'air dans l'eau dans des conditions extrêmes. Alors cela provoque l'émission d'ultrasons accompagnée de lumière. Et il y a une théorie qui s'appelle la théorie SPIC, ça veut dire Sonic Propagation of Electromagnetic Energy Components, qui est proposée par le physicien John Stuart Reid. Et cette théorie élargit donc le concept de sonoluminescence à la propagation des ondes sonores, mais cette fois-ci dans la gamme des fréquences audibles. Et ça pourrait générer des ondes électromagnétiques de type infrarouge lors des collisions inélastiques des molécules d'air. Ça veut dire que les ondes sonores pourraient être à l'origine d'ondes électromagnétiques, de lumière. Et ça nous pose question. Ça veut dire peut-être, et si les effets du son sur le vivant étaient en fait un effet indirect de la lumière? Question qu'on est en droit de se poser. Mais bon, on s'écarte un tout petit peu du sujet. Revenons à présent au cœur de notre sujet, là, les effets des ondes sonores sur le vivant. Nous comprenons à présent le lien qui existe entre les ondes acoustiques et les ondes électromagnétiques, mais aussi le lien avec les propriétés de l'eau. Nous sommes donc prêts pour entrer dans la seconde partie de cet exposé sur l'influence de la musique sur les plantes. Alors l'étude expérimentale que je vais vous présenter dans un instant, je dois signaler qu'elle a été menée en partenariat avec le laboratoire de physique subatomique Subatec de Nantes, avec la société Nataris, avec le plantarium de Gaujac, la ferme de Carmigny, le CIRMA et un certain nombre de musicologues. Donc il y a plusieurs partenaires qui nous ont aidés dans ce volet donc musique et plantes, si on se réfère au projet apné, donc consacré au chant de Hildegard von Bingen. Alors, allons-y. La première expérience, dans laquelle on a mesuré la cinétique de croissance de l'anse culinaris, pour faire simple, les lentilles, qui sont posées sur un transducteur à une fréquence de 429,6 Hz. Et on constate, après quelques jours, que la croissance des lentilles semble perturbée par les vibrations mécaniques du transducteur. Alors jusque-là, ce résultat n'est pas très surprenant. Mais nous pensons qu'il pourrait y avoir une autre explication, liée, elle, à l'exposition des graines au champ électromagnétique qui est induit par le transducteur. Alors pour vérifier cette hypothèse, nous avons mesuré l'intensité du champ magnétique induit par le transducteur en fonction de la distance à la plante. Et effectivement, nous avons constaté que le niveau d'exposition au champ électromagnétique diminue avec l'éloignement pour devenir négligeable à une distance supérieure à 40 cm. Et d'autre part, en mesurant sur l'autre graphique l'activité électrique de la plante, on constate que son activité n'est pas perturbée lorsqu'on est à 40 cm ou plus. En revanche, son activité est largement modifiée lorsqu'elle se trouve à 5 cm du transducteur ou lorsqu'elle se trouve à 5 cm d'un électroaimant.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les plantes sont sensibles à des champs électromagnétiques, même lorsqu'ils sont très faibles en intensité, comme les champs électromagnétiques provenant d'un haut-parleur. Il nous faudra donc faire très attention à ce paramètre lorsque nous allons exposer des plantes à la musique à travers un haut-parleur. Et dans l'expérience qui suit, nous avons respecté la distance minimale entre le haut-parleur et la plante pour mesurer l'influence d'une musique sur la croissance de nos lentilles. Et effectivement, dans l'expérience que vous pouvez voir, dont vous pouvez voir le protocole sur la diapo, dans cette expérience, nous avons placé nos haut-parleurs qui diffusent pendant 12 heures chaque nuit des champs de Hildegarde, haut-parleurs placés à 40 cm des lentilles, qui sont cultivés sur un substrat pauvre en azote. Alors, le champ auquel ont été exposées les lentilles, c'est le suivant. Ça s'appelle Spiritui Sancto de Hildegarde. Et il a permis d'observer que les lentilles présentent une croissance légèrement améliorée en présence de ce champ monodique. Alors, quelle est notre explication? Eh bien, nous émettons l'hypothèse qu'il peut s'agir d'un effet sur les rhizobactéries, car elles seules permettent à la plante, aux lentilles, qui sont des légumineuses, seules les rhizobactéries permettent à la plante d'assimiler l'azote qui sera présent dans l'eau d'arrosage. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que ces études sont encore au stade d'une première approche et elles doivent être validées sur un grand nombre d'expériences en améliorant notamment notre maîtrise des conditions environnementales et nous serons ainsi en mesure de confirmer l'impact observé de la musique sur les bactéries et d'approfondir aussi l'effet des ultrasons sur le biofilm. Et pour terminer, plusieurs applications de ces travaux sont envisageables. Et nous sommes à l'heure actuelle dans la première étape d'un projet collaboratif avec le CNES et l'ESA portant sur la médecine spatiale et la musicothérapie. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.